France Inter. L'art du roman repose sur le talent de raconter notre histoire comme si elle avait été vécue par d'autres et l'histoire des autres comme si nous l'avions vécue. Ce soir, nous avons la chance d'avoir l'écrivain Orhan Pamuk à l'occasion de la sortie de son nouveau livre en traduction française intitulé « Les nuits de la peste ». Il est accompagné par sa traductrice, mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera du rap turc. Köşeye sıkıştırmadı mı? Daha önce de sanki sırtımızdan vurmadı mı? Bu kaçıncı darbe ilk değil ki. Düştük evet ama kalkmadık mı? Bize hayata meydan okumadık mı? Sen ferah tut içini, biz neleri atlatmadık ki. Geçecek geçecek elbet bu da geçecek. Gör bak umudun gününü güneşecek. Oh sildir takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Geçecek geçecek geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var bu çile de bitecek. Oh sildir takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Dayan çoğu gitti yazı kaldı. Yapma güzel kışa boğma yazını. Yakındır sabrın zaferi. Düştük evet ama kalkmadık mı? Bize hayata meydan okumadık mı? Sen ferah tut içini, biz neleri atlatmadık ki. Geçecek geçecek elbet bu da geçecek. Gör bak umudun gününü güneşecek. Oh sildir takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Geçecek geçecek geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var bu çile de bitecek. Oh sildir takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Çok uzattın vallahi bıktık. Bir durmadın vermedin ki aman. Hadi yeter artık fena bulandık. Düş babam artık düş yakamızdan. Var bir hayır her şerde dedik. Oturduk bir dolu derste çıkarttık. Ama yeter artık anladık tamam. Düş babam artık düş yakamızdan. Düş yakamızdan. Düş yakamızdan. Beni sorarsan ben de iyi değilim pek. Kalmadı eski neşem hiç tadım tuzum yok pek. Dar 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 geliyor ruhuma bedenim. Har har yanıyorum küle dönmek üzereyim. Bir suyun akışındayım bir gidiyorum tersine. Bir arkadaşım ümitle bir aramacık kaderle. Lakin sabrın sonu selamettir beklerim. Gün doğmadan neler doğar bilirim. Geçecek geçecek elbet bu da geçecek. Gör bak umudun gününü güneşecek. Oh zilleri takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Geçecek geçecek geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var bu çile de bitecek. Oh zilleri takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Geçecek geçecek elbet bu da geçecek. Gör bak umudun gününü güneşecek. Oh zilleri takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Geçecek geçecek geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var bu çile de bitecek. Oh zilleri takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Eh bien, vous voyez, tout arrive, Orhan Pamuk, parce que je vous imaginais, depuis des décennies, en train d'écrire toute la journée, comme d'ailleurs vous le dites dans certains de vos livres, enfermé dans votre appartement donnant sur le Bosphore, écoutant de la musique classique. Eh bien, voilà que vous nous apportez cet artiste, Tarkan, un rappeur. Alors, je sais que vous avez une fille. C'est votre fille ou c'est vous qui avez découvert le rap turc ? Bu şarkıyı bütün Türk milleti seçti. En fait, cette chanson a été choisie par le peuple turc tout entier. Tarkan'ın son şarkısı. C'est la dernière chanson de Tarkan. Başlık
geçecek. Et le titre, c'est Geçecek, ça veut dire cela va passer. Mısra bu çile Et bitecek. il dit que ce calvaire va arriver à sa fin. Böyle akıllıca onu muğlak bırakmıştı. En fait, de façon très intelligente, il a laissé ce concept assez vague, assez ambigu. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, qu'est-ce qui va partir? C'est la pandémie ou c'est ce gouvernement? Erdoğan'ın popülaritesi hızla düşüyor. En fait, la popularité de Erdogan est en train de baisser de manière assez rapide. Ben de politik olarak kötü bir adım olduğu için bari bir politik başlayalım dedim. Başka diğer konuşmayız. Puisque je suis quelqu'un qui a une certaine réputation politique, je préfère commencer aussi avec un commentaire politique. Erdoğan'ın gazetecileri Erdoğan bütün Türk medyasını kontrol ediyor. Erdogan contrôle les médias turcs, il contrôle tous les journalistes. Ve onun akılsız köşe yazarları kendilerinin kastedildiğini zannederek Tarkan'a saldırdılar. Stupide, en écoutant cette chanson, on pensait qu'il s'agissait d'eux. Qu'il parlait des journalistes. Ama o muğlak bırakmıştı. Mais en fait, il avait laissé ce mot assez ambigu. Birdenbire şarkı politize oldu. Et tout d'un coup, la chanson est devenue une chanson politisée. Bütün İstanbul, herkes bu Et şarkıyı tout dinledi. Istanbul a commencé à écouter cette chanson et ils ont écouté en pensant au message politique. Bir de o benim hoşuma giden. Et ce qui m'a plu, c'est que nous en avons marre de cette atmosphère politique. Mais Tarkan a fait une chanson rap assez gai sur cette question. Bence başlamak için iyi bir müzik diye düşündüm. J'ai pensé que c'était une bonne chanson pour démarrer. C'est une très bonne chanson pour démarrer cette conversation avec vous, Orhan Pamuk, parce que je rappelle, comme vous venez de le dire, que vous avez une certaine réputation politique. Vous avez une réputation très grande aussi sur le plan littéraire, mais que votre prix Nobel, il y a quelques années, a gêné les autorités turques. Que vous avez choisi, cependant, de vivre dans votre pays, la Turquie, à Istanbul, que certes vous enseignez dans le monde entier, particulièrement dans les prestigieuses universités américaines, qu'on vous fait pas la vie facile en Turquie, comme on la fait pas aux journalistes, aux intellectuels et aux écrivains, et que votre place, c'est là-bas. Pourquoi? Çünkü Türkçe yazıyorum. Car j'écris en turc. En sonunda bana bir davalar, bir şeyler var ama o kadar hala nefes alıp verebiliyorum. J'arrive à respirer tout de même. Orada devam etmek isterim. Bir şey anlatayım belki kısaca. Bir kere Erdoğan benim için Peter Handke'nin Nobel almasına kızmıştı Erdoğan. Bir soru üzerinde Türkiye'de de En fait, Erdoğan n'était pas très content que le prix Nobel soit décerné à Peter Handke. Bir soru üzerine de Türkiye'de de bir teröriste verdiler demez mi? Et il a dit que le prix avait donné à un terroriste. Kız arkadaşım Türkiye'den telefon etti. Ben de Kolombiya'da sömestr bitmişti. Mon ami m'a appelé de la Turquie à Colombia, c'était la fin du semestre. Geliyor musun, gelmiyor musun? Elle m'a demandé si j'allais revenir et je me posais la question justement. J'étais en train de réfléchir. Ama 2 saat, 3 saat sonra Mais après 2-3 heures de réflexion, Erdoğan'ın sözcüsü Cumhurbaşkanımız Orhan Pamuk'u kastetmemiştir dedi. A dit que le président ne voulait pas faire allusion à Orhan Pamuk dans ses commentaires. Ben de hemen JFK'ye binip döndüm Türkiye'ye. Et je me suis rendu à JFK et je suis rentré en Turquie immédiatement. Et ça vous fait rire encore. Et personne ne vous embête en ce moment même en Turquie, Orhan Pamuk. Evet güldürüyor çünkü şunu da eklemek isterim. Bu olay oldu. Oui, ça me fait rire. Il y a eu cet événement, je suis rentré en Turquie, mes amis, ma fille. Personne n'a parlé de cela. Tout le monde me disait, alors New York, comment ça se passe? Personne ne parle du fait que le président m'a traité de terroriste. Et quel sentiment j'avais à la suite de cela. Donc voilà, le monde des Turcs. Je n'arrive plus à expliquer ces éléments. Et je leur ai demandé pourquoi ils ne me posaient pas la question. Bien entendu, il a nié. Il a dit qu'il n'avait pas fait allusion à moi. En fait, rentrer en Turquie n'est pas toujours facile, mais je fais de mon mieux car je veux vivre en Turquie. J'ai un appartement avec une vue sur le Bosphore. Je vis dans cet appartement depuis 70 ans. Et vous êtes turc?
Et citoyen turc. Tabii ki Türk'üm ve bundan da çok memnunum. Oui, je suis turc et j'en suis ravi. Et vous êtes devenu une sorte d'icône de l'opposition en Turquie depuis des décennies. Cela a commencé il y a très longtemps. Orhan Pamuk, cela a commencé dès la publication de vos premiers livres et cela a continué par divers engagements que vous avez pris en tant que citoyen turc et notamment l'aide à Salman Rushdie. La fatwa au moment où Salman Rushdie a subi cette fatwa. Je vous propose d'écouter la voix de Salman Rushdie qui va parler de la fiction comme une manière de dire la vérité. C'était à notre micro au moment de la publication de son livre, 2 ans, 8 mois et 28 nuits. C'était en octobre 2016. On écoute Salman Rushdie. J'ai toujours pensé que si on le fait correctement, la fiction est une façon de dire la vérité qui est mieux que l'écriture de faits factuels. Même dans ce livre, qui est probablement le livre le plus fantastique, dans le genre fantastique que j'ai jamais écrit, encore plus que le premier livre de science-fiction que j'ai écrit. Mais pour moi, c'est une façon de dire la vérité sur le monde au sein duquel nous vivons aujourd'hui. Et je voulais que le livre ait l'air de se passer vraiment dans un endroit véritable. Et la ville de New York est aussi réelle que je peux la rendre dans mon livre. Et ça m'a beaucoup plu quand des jeunes lecteurs de New York venaient vers moi et me disaient « Ah, je suis tellement heureux que vous ayez mis mon quartier dans votre livre. » Et je leur ai dit « Mais est-ce que vous êtes sûr que je l'ai bien fait ?» Ils m'ont dit « Ouais, c'est exactement comme ça. » Et ça, c'était vraiment très satisfaisant pour moi. Alors nous venons d'entendre la voix de Salman Rushdie, c'était en octobre 2016. Salman Rushdie continue à écrire. Salman Rushdie est votre ami. Salman Rushdie est un écrivain engagé comme vous, au service de quoi? De la littérature. La fiction est-elle une façon de dire la vérité pour vous, Orhan Pamuk? Aslında başım hiçbir zaman romanlarımdan dolayı belaya girmedi. En réalité, je n'ai jamais eu de problème à cause de mes romans. Benim için bir kitabın güzelliği siyasi mesajından çok daha önemlidir. La beauté d'un livre est pour moi beaucoup plus important que son message politique. Siyasi bir duruma düştüm çünkü en meşhur Je me suis retrouvé dans une situation politique car je suis l'écrivain turc le plus connu. Lorsque j'ai commencé à écrire, les jeunes pensaient que j'étais apolitique, que j'étais bourgeois, que j'avais une position un peu comme Proust. Et eux, ils produisaient une littérature beaucoup plus engagée, alors que moi, je racontais la vie des bourgeois. Hatta romantik tarihi romanlar yazıyordum. Et j'écrivais des romans historiques et romantiques. Et Nuit de la peste est en quelque sorte un roman historique et romantique. İki taraftan politika hayatıma ve romanlarıma girdi. En fait, la vie politique est entrée dans mes romans de 2 manières. J'essayais de rester apolitique, mais je devenais de plus en plus célèbre et il y avait des questions politiques à travers le monde et on a commencé à m'accuser. Et j'ai commencé également à entrer dans ces sujets. Pendant ma jeunesse, lorsque mes amis gauchistes tombaient en prison, se retrouvaient en prison, je me sentais coupable. Je n'étais pas aussi courageux qu'eux, je n'étais pas aussi radical. Mais la vie m'a amené à ce point et je me plains pas. La vie et la littérature aussi, Orhan Pamuk, parce qu'à l'intérieur de votre œuvre, qui est traduite dans le monde entier, je crois qu'il y a plus de 37 langues dans lesquelles vous êtes traduit, il y a dans votre registre littéraire des grands romans, par exemple La Maison du Silence, Le Livre Noir, Neige, Le Musée de l'Innocence. Vous étiez venu d'ailleurs à notre micro pour parler du Musée de l'Innocence il n'y a pas très longtemps. Et puis il y a des livres, pas politiques, mais des livres où vous parlez du peuple turc et pas des bourgeois turcs. 63 langues, pas 37. Ah, pardon. 63 langues, pardon.
Ça vous fait pas peur d'être un écrivain mondial, Orhan Pamuk? Hindistan'da, uzak ülkelerde hiç adını ilk defa dans les pays très éloignés, il y a un mois, mes livres ont été traduits en népalais. En fait, je viens de signer un contrat pour leur traduction en népalais. Et ça vous fait rire encore? Et je ne savais pas que qu'il y avait une traduction en népalais. Bien entendu, j'en suis ravi. Ce sont des rires de bonheur. Je suis quelqu'un de superficiel qui peut être très heureux grâce à cette réussite littéraire et le fait d'être connu à travers le monde. En tout cas, superficiel peut-être, je n'en suis pas sûre, Orhan Pamuk, mais vous mettre à la place d'un jeune homme du peuple, comme vous l'avez fait récemment à l'intérieur d'un de vos livres, c'est aussi une manière de concevoir la littérature comme étant populaire, au sens le plus noble du terme. Est-ce que vous acceptez ce mot, littérature populaire? En popüler karakterim, en halk gibi olan karakterim Kafamda Bir Tuhaflık adlı romanın kahramanı Mevlut Karataş'tır. En fait, le personnage le plus populaire de mes livres est un personnage qui s'appelle Mevlut Karataş, et c'est un personnage de mon roman Sept choses étranges en moi. O romanı Türk yayıncıma verince bakın bu kitabınız en çok satacak dedi. Niye dedim ben de? Çünkü mon éditeur, il a dit que ce livre allait être extrêmement populaire, et j'ai demandé pourquoi. Il a dit car cela raconte l'histoire de quelqu'un du peuple. En fait, ce n'est pas mon best-seller. Türkiye'de en çok satan kitaplarım. Mes livres qui ont le plus vendu sont les livres comme Mon nom est rouge et le livre noir, qui sont des livres assez difficiles. En fait, ce sont les bourgeois sophistiqués qui m'aiment, mes lecteurs bourgeois et sophistiqués qui aiment lire mes livres, mais j'ai d'autres lecteurs aussi. Ça veut dire qu'il y a des bourgeois sophistiqués dans le monde entier, dans 67 langues alors, Orhan Pamuk. Si vous êtes traduit dans le monde entier, c'est parce que votre écriture a un caractère d'universalité. Est-ce que vous acceptez ce mot? Non, pas vraiment. En fait, certains de mes romans sont difficiles, d'autres sont plus faciles à lire. Certains sont extrêmement détaillés et longs, et d'autres sont même étudiés à l'école. Par exemple, pour Les Nuits de la Peste, c'est un livre long, mais assez facile à lire. Alors, il n'est pas si facile à lire, Orhan Pamuk. Je ne l'ai pas trouvé si facile à lire. J'ai trouvé que votre méthode d'écriture nous plongeait dans une sorte de drame existentiel. D'ailleurs, ma question, elle est très simple. Orhan Pamuk, êtes-vous une femme? Bu kitabım önce ona okunması kolay konusuna cevap verin. Türkiye'deki en popüler, en hızlı satan tarihimde 42 yıldır yazıyorum kitabımdır. Ce livre, en fait, est facile à lire. C'est le livre qui s'est vendu le plus rapidement en mes 42 ans de carrière. Et en fait, c'est le fait que ce soit long qui peut poser problème à certains. Mais je comprends votre question. C'est une question qui provoque un petit peu. J'essaye de mener une vie droite sur le plan politique. J'essaie d'être politiquement correct. Et je fais cela de manière tout à fait candide. Et plus je vis, plus je m'oblige à voir les choses à travers les yeux d'autres, et notamment des femmes. Et c'est une obligation que je me fais à moi-même. Les Nuits de la Peste racontent une histoire qui a lieu sur une île imaginaire, et c'est la petite fille du personnage principal qui est historienne et qui fait le résumé des événements qui ont eu lieu sur cette île. Il s'agit d'une conteuse, d'une femme, üniversitedeki tanıdığım bütün akademik dünyanın hafif bir alay da var onunla.
En fait, il s'agit également d'un peu d'ironiser avec les gens que je connais à travers ma vie littéraire aux États-Unis, à l'université de Columbia. Par exemple, la conteuse essaye d'être politiquement correcte et du coup pas nationaliste. Et dans le même temps, elle n'arrive pas à se retenir et elle a des comportements nationalistes. Elle aime beaucoup l'île qu'elle raconte et moi aussi j'aime beaucoup cette île que j'ai imaginée. Les îles de la Méditerranée, les îles grecques, ce sont des îles que j'aime beaucoup et je me sens chez moi dans ces îles. Et j'ai écrit ce livre pendant 5 ans et il s'agit d'une île imaginaire comme Rhodes, comme Crète et je me suis imaginé l'arrivée de la peste sur une de ces îles au début des années 1900. Vous êtes un écrivain malicieux, Orhan Pamuk, et si je disais que ce livre n'est pas si facile d'accès, c'est parce que vous pratiquez un art de la littérature qui est celui de la disparition. Vous disparaissez en tant qu'écrivain, puisque ce livre commence par une introduction signée de Mina Mingerli, une jeune femme, et c'est daté, Istanbul 2017. Or, le livre, qui va se révéler passionnant, à la fois historiquement, politiquement et aussi existentiellement, va raconter une épidémie de peste qui se passe en 1901, au large d'une île imaginaire. Et dans cette préface, où vous êtes une femme, vous écrivez ceci, que l'univers dépeint dans ces lettres corresponde à la réalité historique, j'en ai eu la certitude en les comparant à mon travail sur les archives françaises et anglaises, celles d'Istanbul et de Minger, c'est le nom de la petite île imaginaire que vous allez mettre en scène durant ce gros roman, ainsi qu'aux documents et souvenirs de l'époque. Mais, écrivant un roman historique, je n'ai pu m'empêcher de m'identifier par endroits à Pakizé, c'est l'héroïne de votre livre, comme si c'était ma propre histoire que j'écrivais à travers la sienne. Donc, nous, lecteurs et lectrices, on croit que c'est cette Mina qui a écrit ce bouquin. On va jusqu'à la fin, on s'aperçoit que c'est vous. Vous souriez toujours, vous rigolez tout le temps. Et en même temps, on s'aperçoit que c'est un jeu avec qui? Avec nous, lecteurs, ou un jeu avec la réalité historique et politique? Orhan Pamuk. Qui écrit ce livre? Qui? L'art du roman est tributaire de votre vision, de votre point de vue. Et plus on vieillit, comme j'ai appris de Joseph Conrad, on peut faire des sauts dans le temps. Comme j'ai appris de William Faulkner, on peut également changer de narrateur. Et on peut faire tout cela en même temps. Et on peut inclure des filtres historiques et d'autres compteurs. Et c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime utiliser toutes ces techniques. Pour écrire un roman, en fait, je porte toutes ces variables dans mon esprit, dans le même temps. Et en fait, se concentrer, être quelqu'un de créatif, eh bien, c'est tout cela à la fois. En fait, un roman n'est pas une histoire linéaire. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour. C'est comme un orchestre. Et c'est comme cela que j'imagine les choses. Je crée des arabesques, tout comme dans l'orchestre. Et je fais cela de nombreuses fois dans le roman. Mais dans le même temps, je ne suis pas je ne suis pas un moderniste qui veut mettre le lecteur en difficulté. J'aime beaucoup James Joyce, mais Finnegan's Wake est un livre absurde en ce qui me concerne. Car vous avez dit qu'il y a un jeu, mais effectivement, j'invite mon lecteur à ce jeu-là. Je les appelle à entrer dans mon jeu. Je ne veux pas jouer tout seul.
Je ne veux pas être le seul joueur à ce jeu-là. Sonunda mesela Türk okuru bu kitap çıkınca ne Le kadar çok lecteur şey varmış turc bilmiyorduk. va se demander, va se dire, eh bien, il s'est passé pas mal de choses, on ne savait pas tout cela. Et lorsqu'on me dit qu'ils sont allés sur Google et faire des recherches sur les origines historiques, cela me plaît beaucoup. Ama haritada Minger adasını bulamadık yahu deyince de hoşuma gitti. Quand ils me disent qu'il n'y a pas l'île de Minger sur la carte, cela me plaît aussi. Moi, j'y ai cru à votre île de Minger. Comme toutes les personnes qui vont s'emparer de ce livre où on s'introduit comme une sorte de voyeur. Le lecteur est un voyeur d'une histoire qui nous est donnée par différents personnages. Je sais, Orhan Pamuk, que vous avez fait des études d'architecture quand vous étiez jeune. Et ce dernier roman est impressionnant par sa technique de construction narrative. Est-ce que le roman est une formation de la connaissance du monde pour vous, ou est-ce que le roman est un art de suspension du temps? İkisi de aslında c'est les deux à la fois, en réalité. Plus je prends de l'âge, plus j'aime être un écrivain qui forme les lecteurs. Alors je dois vous dire, dans 4 mois, j'aurai 70 ans, mais c'est un secret. D'autre part, quand on me dit « Ah, formidable, vous avez beaucoup travaillé, vous avez produit quelque chose d'extrêmement complexe », cela ne me rend pas très heureux. Je veux produire quelque chose d'important artistiquement et littérairement. Je pense avoir répondu à votre question. En fait, il y a les deux à la fois. Donc je veux... En Turquie, il y a le côté néo-ottoman et tout le monde revient sur les victoires de l'Empire ottoman. On a tendance à les gonfler, à les rendre plus importants qu'ils ne le sont. Moi aussi, je m'intéresse à l'Empire ottoman, mais de manière romantique. Et là, on est en train de faire face à la mélancolie du déclin de l'Empire ottoman, et non pas à ses victoires. Le père de mon grand-père, mes aïeux, faisait partie des bureaucrates de l'Empire ottoman. Et cette île imaginaire et ces personnages ont vécu, comme moi, la mélancolie du déclin de l'Empire ottoman. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment le côté agressif de l'Empire ottoman, les victoires agressives de l'Empire ottoman. J'aime l'Empire ottoman car cet empire nourrit mon imaginaire romantique. Et je peux dire à mes lecteurs qu'il y a eu quelque chose de beau, il y a eu une culture. Il ne s'agit pas d'une force militaire, il s'agit d'un passé qui peut être beau, et notre travail est de recréer cela de manière laïque. Et c'est en cela que mon travail va dans ce sens. Donc il y a une mission de la littérature, selon vous, Orhan Pamuk. Restituer la vérité historique déjà. Yani tarihi gerçekleri anlatmak. La littérature comporte beaucoup d'éléments pour moi. Donc on peut s'exprimer sans problème, de manière irresponsable, sans devoir rendre des comptes, en quelque sorte. Dans un pays où il est difficile d'exister politiquement, il peut également s'agir de donner des messages politiques. Comme un artisan, on peut chercher des petits détails et trouver des belles choses. Et c'est mon imaginaire aussi qui travaille sans cesse, et il faut que je satisfasse cet imaginaire. À l'âge de 18 ans, j'ai compris que je ne pourrais pas travailler dans un bureau en donnant des ordres et
et en subissant les ordres des autres. Je ne pourrais pas vivre ainsi. Et j'avais besoin de littérature, j'avais besoin d'être seul dans une pièce et d'imaginer les choses. Et le roman n'a pas une seule raison d'être. Il y a de nombreuses raisons qui font exister un roman. Et c'est aussi une habitude à la fin. On écrit par habitude. Tout le monde me demande, alors, quand est-ce que vous allez sortir votre nouveau roman? Et c'est aussi pour cela que j'écris. Donc, venir à Paris, aller chez Gallimard, faire des reportages, tout cela me rend heureux également. Vous avez l'air en effet très heureux et vous avez raison parce que Les Nuits de la peste qui sortent chez Gallimard est un roman dans lequel on a envie de se plonger. Ça dure des semaines parce que c'est un très gros roman. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Orhan Pamuk. C'est le Nocturne opus 9 numéro 1 en si bémol mineur de Chopin, interprété par Bruno Rigouteau.
J'ai en effet, en ce qui concerne La Peste, travaillé assez profondément la composition de ce livre, d'une part, parce que ce livre demandait une composition, et je vais dire laquelle, et d'autre part, j'ai travaillé aussi à ce que cette composition fût invisible. En ce qui concerne le second point, j'y ai assez bien réussi, car je n'ai vu nulle part signaler ce que je vais vous dire. La Peste, pour le résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement, de la manière la plus banale et la plus simple, sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. Et ensuite, la maladie recule, et peu à peu, ces individus reprennent leur activité comme ils peuvent. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait avoir en somme deux styles. L'un qui aurait concerné justement les actions individuelles et l'autre au contraire qui aurait concerné la tragédie collective, l'établissement du fléau. Et si vous pouvez vous reporter au livre un jour, vous constaterez que La Peste est composée de 5 parties. La première est écrite dans le style que je dirais individuel. Ce style individuel retrace les aventures des citoyens d'Oran, puisque c'est à Oran que se passe cette épidémie, et les montre évoluant dans leur univers naturel. Dans la deuxième partie, La Peste est déjà arrivée. Elle n'a pas encore fait son travail d'amalgame. Vous trouverez donc dans la deuxième partie les deux styles. Le style individuel plus un style propre à retracer les étapes de la maladie. Dans la troisième partie qui est au sommet du livre, La Peste règne sur la ville. Immédiatement, le style individuel disparaît et on ne trouvera que le style collectif dans cette troisième partie. À partir du moment où La Peste recule dans la quatrième partie, au contraire, le style individuel commence à faire son apparition et à la fin du livre, c'est lui qui s'imposera puisque La Peste est partie. Et vous vous souvenez peut-être que le livre se termine sur l'image d'un homme seul dominant la ville et se livrant à une méditation solitaire. Il y a donc là, dans la composition du livre, un entrelacement extrêmement étroit des deux styles qui me paraissait convenir aussi bien que je pouvais le faire à l'intention du livre et à son sujet à proprement parler. Vous avez entendu successivement le Nocturne numéro 9, opus numéro 9 de Chopin, interprété par Bruno Rigouteau, et vous avez sans doute reconnu la voix d'Albert Camus, qui parlait de la composition de son livre La Peste. C'est une archive INA du 19 septembre 1955. C'était au micro de Jean Mogin. Et évidemment, impossible, Orhan Pamuk, de ne pas penser à Albert Camus, La Peste, à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre en traduction française, qui s'intitule donc Les Nuits de la Peste. Je pense qu'évidemment vous avez lu et relu Camus, mais que vous utilisez, entre guillemets, la peste comme un accélérateur des tensions entre les communautés et entre les religions. Pourquoi la peste? Bir defa Albert Camus'un sesini duymak beni burada etkiledi tabii. Alors, je suis très ému d'entendre la voix d'Albert Camus ici. Ben Veba romanını 19 yaşındayken Türkçesinden okudum. La Peste à l'âge de 19 ans dans sa traduction turque. Et depuis, effectivement, j'ai cette idée d'écrire un roman sur la peste. Tam aradan 50 yıl geçti. Et 50 années sont passées depuis. Bu sene bu kitabı Kolombiya Üniversitesi'nde siyasal roman dersinde okuttum. J'ai fait lire ce roman dans le cours de roman politique à Columbia. Özellikle karantina konusunda gerçekçi bir roman değil, alegorik siyasi bir romandır. Il ne s'agit pas d'un roman réaliste sur la quarantaine, il s'agit d'un roman allégorique. Camus est un écrivain extraordinaire, est un grand écrivain, mais il dit qu'ils ont fermé les portes d'Oran, alors que au XXIe siècle, c'est une chose impossible. Ce qui est important, c'est la fraternité, la solidarité. Selon moi, ce sont ces concepts-là qui sont les plus importants dans ce livre.
Bien entendu, en France, la plus grande catastrophe qu'a connue la France, l'invasion nazie et la catastrophe qui est traitée dans ce livre. Donc, j'ai réfléchi à cette question depuis 50 ans, depuis ma première lecture de la peste. Et dans d'autres livres que j'ai écrits, j'ai également fait allusion à la peste. Il y a eu la peste à Istanbul. Mais ce sujet n'est pas tellement une allégorie pour moi. Il s'agit plutôt d'un livre réaliste. Donc il y a l'imposition de la quarantaine et la rébellion du peuple face à cette quarantaine imposée. L'être humain se tourne vers le gouvernement en disant c'est vous qui avez apporté cette épidémie et c'est à vous de lutter. Ou ce sont les orthodoxes, ou ce sont les juifs, etc. C'est l'autre qui a apporté cette épidémie. Et dans le même temps, les mêmes personnes disent non, ma liberté est sacrée, ne touche pas à ma liberté, ne touche pas à mon commerce, tout en cherchant une protection. Donc, j'ai lu sur ce sujet pendant 40 ans et ce qui m'amène au troisième sujet, à la pandémie. Donc, il y a eu la troisième pandémie de la peste en 1894 et pendant 20 ans, il y a eu des dizaines de millions de personnes en Asie. En Occident, il y a eu quelques 10-15 personnes qui sont décédées. Donc, moi, je suis connu comme étant le romancier de l'Orient et de l'Occident. Et c'est un point de départ très intéressant pour moi. Donc je remercie Camus, dont je suis admirateur, et après ces 50 ans de réflexion, j'arrive à un autre point sur le même sujet. L'être humain a besoin du gouvernement face à ces catastrophes. Et si le gouvernement n'est plus là, si l'État n'est plus là, il crée une nouvelle organisation. Et dans le même temps, cette nouvelle organisation ne lui plaît pas, ne convient pas, et il n'arrête pas de se plaindre, et il demande sa liberté. Il réclame sa liberté. Mon roman n'est pas une allégorie, ce n'est pas un roman allégorique, sauf la dernière phrase, la toute dernière phrase. Cette dernière phrase est une demande de liberté, à la fois dans le roman, mais également dans la Turquie d'aujourd'hui. La dernière phrase de votre livre, qui fait 683 pages, très exactement, Orhan Pamuk, c'est « Vive Menguer, vive les Menguériens et vive la liberté ». Et ce mot de liberté, c'est le sujet central de ce nouveau livre, je crois. C'est la conquête de la liberté par le peuple, contre les gouvernants, contre les rois et même contre les reines. Et je voudrais vous faire écouter une archive d'actualité à propos de la position de votre pays. Car quand on lit votre nouveau livre, Les Nuits de la peste, de Orhan Pamuk, on pense aussi à la tragédie en Ukraine. Je voudrais que vous écoutiez le reportage d'Anne Handloer. C'était sur France Inter, c'était le 3 mars dernier. La position de la Turquie par rapport à la guerre en Ukraine. Dans la guerre en Ukraine, la position d'Ankara n'est pas ambiguë, elle est inconfortable, pour ne pas dire intenable. Pas ambiguë dans le sens où la Turquie est du côté de l'Ukraine, à la fois par principe, les autorités turques dénoncent depuis le début une attaque inacceptable, mais aussi pour tout ce que cette guerre apporte d'instabilité à la fragile économie turque et à sa région, celle de la mer Noire, dont les équilibres géopolitiques se trouvent bouleversés. La Turquie, membre de l'OTAN, est très proche de l'Ukraine. Elle lui a vendu des drones de combat, des drones qui frappent aujourd'hui même des cibles russes. Ce
qui rend la position de la Turquie intenable, c'est qu'elle veut soutenir l'Ukraine sans couper les ponts avec la Russie. De l'économie à l'énergie, en passant par la Syrie, les relations russo-turques sont un assemblage d'intérêts imbriqués les uns dans les autres, dépendants les uns des autres, et les officiels turcs font remarquer que les effets d'une rupture avec la Russie seraient bien plus immédiats et douloureux pour leur pays que pour n'importe quel pays occidental. Raison pour laquelle la Turquie exclut d'infliger des sanctions économiques à Moscou. Bu yüzden zaten Erdoğan uluslararası demeç verirse kendini bir NATO sever olarak takdim ediyor. C'est pourquoi quand Monsieur Erdoğan fait des discours, il se présente comme quelqu'un qui aime l'OTAN. Çünkü NATO'yu bundan evvel kızdıran çok şey yaptı. Car il a fait beaucoup de choses qui ont mis en colère l'OTAN. Ama şimdi Türklerin en büyük korkusu Ruslarla. Mais aujourd'hui, la plus grande peur de la Turquie, c'est la Russie. Et Erdoğan s'est remis dans le rang de l'OTAN. Ama öte yandan Türkiye'deki kendisinden de daha radikal siyasal İslamcıların oylarını kaybetmek istemediği için. Dans le même temps, il ne veut pas perdre ses électeurs radicaux islamistes. Bunu çok yüksek sesle Türkiye'de söylemiyor. Il ne dit pas, il n'a pas ces positions-là en Turquie. En tout cas, il ne les crie pas très fort. NATO'nun uluslararası olarak NATO'nun peşinde. Donc, sur le plan international, il suit l'OTAN. Il a peur de la Russie, comme nous tous. Ama Türkiye'de yüksek bir halk arasında parmi le peuple, il y a aussi une sensibilité islamiste contre l'Occident et il ne veut pas perdre ces électeurs-là. Aynen bu yorumcunun dediği gibi. Et tout comme ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes un enfant de la paix, Orhan Pamuk. Vous êtes né après la Deuxième Guerre mondiale. Vous n'avez jamais vécu la guerre dans votre propre territoire. En ce moment, on vit la tragédie de l'Ukraine. Comment réagissez-vous et que ressentez-vous? İnsan hiçbir şey yapamadığı için yalnızca imzaladığı için utanıyor. On ne peut que signer des pétitions et j'ai honte. Böyle durumlarda Bosna'ya giden Suzan Sontag ya da fait penser à Suzan Sontag qui est allée en Bosnie ou André Malraux qui est allé au Bangladesh et je suis vraiment admiratif devant ces gens-là. Ama benim bütün hayatım suçluluk duyguları içerisinde odamda roman yazmakla geçmiştir. Se résume à l'écriture de romans avec un sentiment de culpabilité dans mon appartement. À propos de romans, Orhan Pamuk, vous citez en exergue de ce livre une phrase de Léon Tolstoï, extraite de La guerre et la paix. Je vais la lire parce que elle résonne terriblement fort en ces moments de tragédie ukrainienne. Voici ce qu'écrit Léon Tolstoï. Devant l'imminence du péril, deux voix d'égale force s'élèvent en l'homme. L'une lui dit fort raisonnablement qu'il doit examiner la nature du péril et les moyens de l'éviter. L'autre lui suggère, plus raisonnablement encore, qu'il est par trop pénible d'y réfléchir, alors qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de tout prévoir et d'échapper à la marche générale des événements, et qu'en conséquence, mieux vaut se détourner des choses désagréables jusqu'à ce qu'elles surviennent et penser à ce qui est agréable. Est-ce qu'un écrivain peut se détourner des choses désagréables selon vous, Orhan Pamuk? La vie est remplie d'ironie. Tolstoy'un şimdi Ukrayna'dan ve Rusya'dan konuşuyoruz ama Tolstoy, on parle de l'Ukraine. Şikayet ettiği şey veba değil, Napolyon. En fait, Tolstoy est en train de se plaindre non pas de la peste mais des armées françaises de Napoléon. Ben de bütün duygular yani Tolstoy'un bilgelikle bahsettiği iki ruh halini de kendinin içinde yaşar. Ces deux états d'esprit qu'il raconte de manière très sage et j'ai exactement les deux mêmes états d'esprit en moi. Donc face à la guerre en Ukraine, il y a des jours où j'ai passé ma journée sur Twitter et j'ai lu des commentaires et j'étais rempli de haine. Et il y a des jours où je me suis dit non, il ne faut pas que je fasse cela, il faut que j'écrive mes propres textes et je ne peux rien faire face à ce fléau.
Théo. En fait, j'ai le sentiment d'être face à ces obstacles, la frustration. Donc j'ai vraiment ressenti cette frustration. Et si vous êtes écrivain, la vie n'est pas toujours comme vous souhaitez qu'elle le soit, et vous vous rendez compte que pour tout un chacun, la vie est ainsi faite. Et je n'ai jamais été militant, je n'ai jamais été activiste, je n'ai jamais manifesté dans les rues en criant fort. Et c'est ainsi que je suis fait, et c'est mon état d'esprit, et je l'accepte, et je continue d'écrire. Merci infiniment, Orhan Pamuk. Merci et bravo pour ce très beau roman qui s'intitule Les Nuits de la Peste et qui vient de paraître en traduction française chez Gallimard, magnifiquement traduit par Julien Lapère de Cabane. Merci beaucoup. Et merci infiniment à Lali Danaï, qui a assuré magnifiquement cette traduction simultanée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Dis c'est vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi. Minuit, Marseille, je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent. La vie reprend. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà sans les rayons gamma? Alors si on changeait tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Minuit, réveil, je deviens dingue Paris-Bouteille. Titanic coule sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà sans les rayons gamma? Alors si on changeait tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Alors c'est comme ça, comme les rayons gamma. Alors c'est comme ça, comme les rayons gamma. Je crois qu'on a touché le fond, la lumière se fait. Je voudrais qu'on court jusqu'à aller faire l'amour et puis tout recommencer. Je crois qu'on s'est touché là, joue la vie ça rend fou, mais je voudrais qu'on court jusqu'à elle en finir et puis tout recommencer. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà sans les rayons gamma? Alors si on change tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà sans les rayons gamma? Alors si on change tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Et c'est avec PR2B que nous allons nous quitter ce soir. Rayon Gamma. Merci à Lali Danaï pour sa traduction simultanée. Merci Orhan Pamuk. Je rappelle que votre livre intitulé Les Nuits de la Peste vient de sortir en traduction française aux éditions Gallimard. Merci à Loïc Maricio qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Marie Mougin, Marie Clément et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka pour la suite de son Very Good Trip.